Ce n'est ni un choc venu de l'Est, ni une surprise diplomatique. C'est une décision froide calculée née dans les capitales mêmes de l'Union européenne. Tandis que Washington se voyait encore comme l'architecte d'un front énergétique uni, une partie du continent a discrètement pris une autre route. 7 nations jadis alignées sur les lignes directrices occidentales ont préféré tracer leur propre trajectoire, brisant ainsi le silence des accords officiels. Ce n'est plus une entorse passagère, mais un revirement assumé. Des achats énergétiques qui contredisent ouvertement les résolutions affichées. Cette dissonance résonne comme une vérité que l'Europe politique refuse encore de reconnaître. La cohésion européenne est devenue un décor fragile, fissuré, prêt à s'effondrer à la première secousse. Dans les couloirs du pouvoir, les chefs d'État brandissent l'image d'une solidarité inébranlable. Les sommets s'enchaînent, les discours se veulent fermes, les caméras capturent une unité millimétrée. Pourtant, dans les chiffres, dans les contrats signés loin des projecteurs, une autre vérité émerge. Une vérité que les chancelleries peinent à maquiller. Les décisions ne suivent plus les engagements. Tandis que les communiqués condamnent l'influence énergétique de Moscou, les cargos affluent discrètement dans les ports d'Europe occidentale. À Dunkerque, Zeebrugge ou Rotterdam, l'activité bat son plein. La France a vu ses importations russes grimper de 40% depuis le début de l'année. Les Pays-Bas ont enregistré une hausse de 72% et le Portugal a doublé ses achats. La liste continue avec la Belgique, la Roumanie, la Croatie et la Hongrie qui, elle, assume son choix sans détour. Ce ne sont pas des écarts isolés, mais des orientations stratégiques assumées. Le pacte européen vacille et avec lui le récit d'une union énergétique soudée. Alors que cache ce contraste entre paroles publiques et actes discrets, la logique derrière ces choix n'est ni secrète ni complexe, elle est implacable. Au cœur de la décision des États réfractaires se trouve une évidence économique. Face à l'instabilité des marchés mondiaux et à l'envolée des coûts logistiques, les alternatives occidentales n'ont pas tenu leurs promesses. Les livraisons américaines, pourtant présentées comme le rempart contre la dépendance russe, se sont révélées inabordables. Entre les fluctuations du marché asiatique et l'inflation des assurances maritimes, les prix ont atteint des sommets. Pour des économies fragiles, comme celle de la Croatie ou du Portugal, cela se traduit en conséquences concrètes entreprises à l'arrêt pouvoir d'achat, en chute libre, mécontentement social grandissant. Il ne s'agit plus de stratégie, mais de survie quotidienne. Lorsqu'il faut choisir entre un idéal politique abstrait et le maintien de l'activité économique, la réponse devient mécanique. 7 pays n'ont pas hésité à suivre cette logique, assumant une direction qui privilégie le concret au symbolique. Ce n'est pas une rupture de loyauté, mais un réflexe de préservation. Alors une question s'impose, par quel tour de passe-passe juridique ces flux énergétiques continuent-ils de circuler ? Ce n'est ni un secret d'État, ni une infraction manifeste. C'est une subtilité rédigée dans les couloirs feutrés de Bruxelles. Car au cœur des textes réglementaires, une exclusion discrète change tout. Le gaz naturel liquéfié ou GNL n'a jamais été soumis à l'embargo. Officiellement, les sanctions visèrent le pétrole brut transporté par voie maritime. Mais volontairement, le GNL a été épargné. Pourquoi ? Parce qu'au moment de négocier l'unité du bloc, certains pays ont exigé une marge de respiration. Sans cela, plusieurs économies nationales auraient sombré. Ce qui, à l'époque, apparaissait comme un compromis tactique s'est transformé en brèche béante. Les 7 pays concernés n'enfreignent aucune loi. Ils profitent simplement d'un vide réglementaire que les institutions européennes ont elles-mêmes laissé béant. Ce vide réglementaire a engendré un labyrinthe opaque où l'énergie change de visage à chaque étape. Dans ce système sans contrôle clair, les circuits commerciaux deviennent méconnaissables. Les infrastructures de portuaires de l'Europe de l'Ouest, Rotterdam, Zeebrugge, Dunkerque, ne sont plus de simples points d'arrivée, elles sont devenues des plateformes de redistribution géantes. Le gaz qui y entre ne reste pas nécessairement sur place. Il est transformé, intégré à d'autres flux, puis revendu ailleurs, parfois même à des pays qui croient s'en être détournés. Ce jeu de relais brouille totalement les repères. Une explosion des importations en France, par exemple, ne signifie pas un usage direct par les foyers hexagonaux, mais souvent une manœuvre logistique pilotée par des firmes privées. Ces opérations, bien que conformes au droit, relèvent d'un calcul froid et lucratif. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait plus qui profite du système ni qui alimente encore l'économie russe sous couvert de l'égalité. Au cœur de cette mécanique désaccordée, un acteur a choisi de ne plus dissimuler ses intentions. La Hongrie, loin des demi-mesures, a claqué la porte de la diplomatie feutrée. Le gouvernement d'Orban n'a jamais feint l'ambiguïté pour lui rompre avec l'approvisionnement russe, reviendrait à sacrifier son économie sur l'autel d'un idéal abstrait.
Et il l'a dit sans détour. Mieux encore, il l'a transformé en levier politique. Dans l'architecture institutionnelle européenne où l'unanimité est la règle pour toute décision énergétique majeure, un simple veto suffit à geler l'ensemble du processus. La Hongrie l'a compris et elle l'a utilisé comme un rempart. Elle n'a pas seulement agi pour elle-même, elle a envoyé un message au reste du continent. L'intérêt national ne pliera plus devant la discipline collective. Un premier coup porté à la façade d'unité. Et derrière ce geste, d'autres capitales observent, hésitent, calculent, peut-être prêtes à suivre la même trajectoire. Dans d'autres coins du continent, la rhétorique change, mais le fond reste le même. En France, comme aux Pays-Bas, ce ne sont pas les convictions idéologiques qui dictent les décisions, mais la pression sociale qui monte jour après jour. L'inflation énergétique frappe de plein fouet les foyers. Les manifestations se multiplient, les factures deviennent insoutenables et la rue gronde. Les entrepôts tournent au ralenti, les chaînes de production menacent de s'interrompre et les industriels brandissent l'ultimatum de la délocalisation. Face à cette montée de colère populaire et à la menace économique, les gouvernements n'ont plus le luxe d'imposer une ligne dure. Ils se retrouvent contraints de manœuvrer à vue, coincés entre les cris des citoyens et les exigences des marchés. Dans cette tension constante, la souveraineté politique s'efface derrière la nécessité de maintenir le calme intérieur. Pris en étau entre la rue qui explose et les investisseurs qui menacent de replier leurs capitaux, les gouvernements européens multiplient les compromis discrets. Devant les caméras, ils affichent une posture ferme, fidèle aux lignes officielles. Mais, dans l'ombre, ils négocient, ajustent, contournent. La réalité est celle d'un double discours devenu pratique généralisée. D'un côté, les engagements affichés auprès des alliés, de l'autre, des contrats énergétiques maintenus voire renforcés avec Moscou. Cette dichotomie devient la norme, une gymnastique politique dictée par l'urgence de ne pas tout perdre. Mais combien de temps encore cette illusion de cohérence pourra-t-elle tenir? Lorsque les intérêts nationaux deviennent prioritaires, la logique collective s'effondre. Pendant que les citoyens exigent des réponses, les flux financiers contredisent donc les slogans. La Russie continue d'encaisser l'Europe, continue de consommer, et l'Amérique observe frustrée un jeu dont elle perd peu à peu le contrôle. Du côté de Washington, le ton change, la tension monte. L'administration américaine ne cache plus son agacement face à une Europe qui, tout en affichant sa loyauté stratégique, poursuit des pratiques économiques qui profitent à son adversaire déclaré. Tandis que des milliards sont injectés dans des plans de soutien transatlantique, certains alliés continuent de faire tourner la machine énergétique de Moscou. Ce contraste devient intenable. Pour la Maison-Blanche, la situation frôle l'absurde: fournir une aide massive à un partenaire qui alimente par d'autres voies la puissance qu'il est censé combattre. À mesure que cette réalité s'impose, la fracture ne se limite plus à la seule question énergétique. C'est le socle même de la relation politique qui vacille. Ce n'est plus seulement l'Union européenne qui est mise à l'épreuve, mais aussi la confiance américaine envers ses piliers historiques. Et si rien ne change, cette dissonance risque de se transformer en rupture diplomatique ouverte. À Washington, la désillusion prend forme. Toute une architecture énergétique avait été conçue avec un objectif clair s'imposer comme le rempart de l'Europe face aux incertitudes venues de l'Est. L'Amérique s'était placée en sauveuse, en pourvoyeuse fiable, en garante de la sécurité énergétique du vieux continent. Les terminaux gaziers tournaient à plein régime, les tankers traversèrent l'Atlantique sous bannière étoilée, et les discours célébraient un partenariat fondé sur la résilience. Mais les faits ont rattrapé la théorie. Les coûts du gaz liquéfié américain gonflés par la logistique complexe et la concurrence asiatique se sont révélés dissuasifs. Face à une inflation incontrôlable et à la pression intérieure, les capitales européennes ont opté pour la voie la plus pragmatique: se fournir à moindre coût, quitte à revenir vers Moscou. Pour la Maison-Blanche, ce n'est pas simplement un échec commercial, c'est une gifle géopolitique, une remise en cause de son influence sur ses partenaires historiques. Lorsque des capitales comme Paris, Amsterdam ou Lisbonne tournent le dos aux fournisseurs transatlantiques pour se tourner vers des solutions moins chères, c'est toute la stratégie américaine qui vacille. Washington, longtemps persuadé de son rôle de pilier irremplaçable, découvre une Europe plus imprévisible, moins soumise. Ce réalignement n'est pas une déviation ponctuelle, mais un basculement profond. Désormais, chaque État membre agit selon ses calculs domestiques, ses urgences économiques, ses électeurs. Le mythe d'un front uni s'effondre face à la réalité des priorités divergentes. Ce glissement n'est pas seulement comptable, il est symbolique.
car il expose une vérité dérangeante pour les stratèges américains. La peur de Moscou n'est plus l'élément moteur. Ce sont les factures, les indices de production, le coût du mégawattheure. Et dans ce contexte même, la domination du dollar, longtemps ciment de l'Alliance occidentale, commence à montrer ses failles. Pendant que les chancelleries occidentales s'enlisent dans les débats internes, une bascule silencieuse s'opère à l'Est. La Chine et l'Inde n'attendent pas que les lignes bougent, elles avancent. Tandis que l'Europe s'interroge sur sa cohérence, ces géants asiatiques achètent sans relâche ce que la Russie exporte. Gaz naturel liquéfié, charbon brut. Chaque tonne trouve preneur. Mieux encore, elles transforment cette dépendance en avantage stratégique. Pékin, notamment, impose sa devise dans les transactions énergétiques, contournant ainsi les circuits dominés par le dollar. Ce glissement progressif ne fait pas de bruit, mais il modifie l'équilibre mondial. Chaque accord en yuan ou en roupie affaiblit un peu plus l'emprise financière américaine. Pendant que les sanctions peinent à enrayer les flux, un nouveau modèle d'échange émerge. Et dans ce système en mutation, ceux qui restent figés risquent d'en payer le prix. La véritable force des États-Unis n'a jamais reposé uniquement sur leurs porte-avions ou leurs alliances militaires. Leur arme la plus redoutable est silencieuse, presque abstraite, c'est la domination de leur devise dans les échanges mondiaux. Grâce au dollar, Washington contrôle la vitesse, la direction et les règles du commerce international. Mais cet avantage stratégique autrefois incontesté montre désormais des signes d'érosion. Lorsque Pékin choisit de contourner le billet vert pour ses achats énergétiques, ce n'est pas un simple ajustement technique, c'est un signal. Et ce signal trouve écho. New Delhi, longtemps prudent, adopte une approche similaire en diversifiant ses devises et en cherchant des alternatives aux circuits taux traditionnels. Ce glissement discret change la donne. Ce n'est plus seulement une évolution comptable, c'est un tournant historique. Car plus le monde multiplie les monnaies d'échange, plus le socle du pouvoir américain s'effrite lentement, mais sûrement. Cette faille monétaire, si elle s'élargit, pourrait redessiner les fondations même du système financier global. Et pendant que le monde se réorganise, l'Europe s'empêtre dans ses propres contradictions. Elle confie sa sécurité militaire aux États-Unis, dépend de la Russie pour maintenir ses lumières allumées, et s'appuie sur la Chine pour faire tourner ses usines. 3 chaînes de dépendance, 3 angles morts, pour un continent qui rêve encore d'autonomie stratégique. Mais cette crise énergétique agit comme un révélateur brutal derrière les institutions, les traités et les grandes déclarations. L'Union européenne reste désarmée. Aucun mécanisme commun ne permet de bloquer un terminal méthanier ni d'interdire un contrat énergétique bilatéral. Sur le papier, Bruxelles orchestre. Dans la réalité, chaque État joue sa propre partition. L'illusion d'une volonté unifiée s'efface sous le poids des intérêts divergents. L'idée d'une Europe unifiée sur le plan décisionnel se heurte à la dureté du terrain énergétique, car, à la différence des domaines monétaires ou diplomatiques, l'approvisionnement en énergie reste jalousement gardé par les États, et lorsque la stabilité économique est en jeu, les déclarations communes laissent place à des décisions solitaires. C'est là que réside la faille. Une alliance basée sur le consentement ne peut survivre à la pression des intérêts vitaux. Peu importe les résolutions prises à Bruxelles, les navires méthaniers continuent d'accoster, les accords commerciaux se multiplient et les gains s'accumulent. Cette crise énergétique ne fait pas que bousculer les équilibres, elle expose crûment l'incapacité de l'Union à se comporter comme une entité réellement structurée. Les mots ne suffisent plus. Ce sont les actes de ses membres qui définissent aujourd'hui la réalité politique de l'Europe. L'Union européenne tient tant que les intérêts convergent, mais il suffit qu'un seul pays choisisse la divergence pour que l'ensemble se dérègle. La Hongrie, avec son veto frontal, a ouvert une brèche que d'autres pourraient emprunter. Car, lorsque l'intérêt national devient prioritaire, ce ne sont plus les décisions communes qui dictent le rythme, mais les urgences internes. Ce n'est alors plus une simple crise énergétique, mais un test existentiel pour l'architecture communautaire. Une bataille souterraine s'engage, qui détient réellement le pouvoir de parler au nom du continent. Est-ce la technocratie bruxelloise, les grandes capitales, ou une coalition fluctuante d'États désunis? Pendant que les institutions tergiversent, le monde avance. Les pipelines se détournent, les devises changent de circuit et les équilibres commerciaux se déplacent sans attendre l'Europe. Dans les couloirs feutrés de Bruxelles, les discours sur la souveraineté énergétique se multiplient. Mais sur le terrain économique, cette souveraineté est introuvable. L'Europe reste accrochée aux ressources des acteurs qu'elle cherchait à isoler, tout en perdant du terrain face aux puissances qu'elle ambitionnait de concurrencer. Ce paradoxe devient le marqueur d'un changement d'époque.
Peut-être que les manuels d'histoire écriront que c'est ici que l'ordre occidental a commencé à vaciller, que les alliances se sont brouillées et que la morale s'est effacée au profit du calcul froid. Car, dans ce nouvel échiquier mondial, une vérité brute s'impose. L'énergie ne connaît plus de camp ni de loyauté. Elle se vend à celui qui paie le mieux, peu importe la bannière. Et dans ce jeu réinitialisé, plus aucun acteur ne détient seul les règles. Le pouvoir change de main au rythme des cargos et des contrats. Si vous souhaitez continuer à suivre les bouleversements qui redessinent tout le monde, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous décryptons l'actualité géopolitique avec clarté et précision. Activez la cloche pour ne rien rater, car l'histoire est en train de s'écrire et vous méritez de la comprendre avant tout le monde.